Il y a des coïncidences qui frappent plus fort que d'autres, des alignements d'étoiles improbables qui laissent une trace indélébile. En 2023, 5 ans après une rupture nécessaire mais douloureuse, l'algorithme d'une plateforme de créateurs a mis sous mes yeux un profil qui a réveillé quelque chose d'enfoui. Un profil esthétique, soigné, émanant une chaleur rare. Mais ce n'était pas seulement une question d'esthétique. La créatrice était de la même ville, partageait une passion commune pour les paysages naturels environnants, un goût similaire pour la photographie et, plus troublant encore, un parcours universitaire étonnamment parallèle. Des conversations superficielles ont suivi, des tentatives maladroites d'invitation à un café, poliment refusées. L'impression d'une compatibilité, d'une connexion potentielle persistait malgré tout. Ce qui a commencé comme une curiosité s'est lentement transformé en une obsession silencieuse. Comment 2 personnes pouvaient-elles partager autant de points communs sans jamais se croiser réellement? Ce documentaire explore les méandres de cette obsession, la frontière floue entre attirance réelle et idéalisation virtuelle, et les dangers de projeter ses désirs sur un inconnu. Ce que je n'imaginais pas, c'est que la vérité derrière ce profil idyllique était bien plus complexe et sombre que toutes mes fantaisies réunies. Un premier indice, le profil a soudainement disparu, effacé sans laisser de traces. Pourquoi? C'est la question qui hante le début de notre investigation. La disparition du profil n'a fait qu'alimenter ma curiosité. J'ai commencé par le commencement, les informations publiques. J'ai épluché les archives de l'université locale, recoupé les annuaires d'anciens élèves, analysé les moindres détails de ces publications passées. La tâche était ardue, mais je me sentais investi d'une mission. Je devais comprendre qui était cette personne, ce qui l'avait poussé à effacer sa présence en ligne, et surtout, pourquoi j'étais si obsédé par elle. La première couche d'information révélait une étudiante brillante, appréciée de ses pairs, active dans des associations environnementales. Rien de suspect, rien qui justifie une disparition soudaine. Mais en creusant plus profond, en consultant des forums spécialisés dans la création de contenu, j'ai trouvé des mentions éparses, des rumeurs, des accusations de plagiat concernant des images et des concepts. Des commentaires virulents, rapidement supprimés, la qualifiaient d'imposture. C'était le premier twist. L'image parfaite qu'elle projetait en ligne cachait une réalité potentiellement bien moins reluisante. Pour confirmer ces rumeurs, j'ai contacté d'anciens camarades de classe, des professeurs, des membres des associations où elle était impliquée. La plupart ont refusé de répondre, invoquant le respect de sa vie privée. Mais un ancien ami, sous couvert d'anonymat, a accepté de me parler. Son témoignage a ouvert une brèche dans le mur du silence. L'ami anonyme, que nous appellerons Marc, m'a décrit une personne ambitieuse, déterminée à réussir à tout prix. Selon lui, elle était prête à tout pour se faire remarquer, quitte à s'approprier le travail des autres. Elle avait un talent certain pour la mise en scène, pour créer une image attrayante, m'a confié Marc, mais derrière cette façade se cachait un manque de créativité véritable. Il m'a raconté plusieurs incidents où elle avait présenté des idées volées comme étant les siennes, plagié des photos sans attribution et même manipulé des données pour obtenir des subventions. Au début, on fermait les yeux, a-t-il ajouté. On pensait que c'était juste un manque de maturité. Mais au fil du temps, c'est devenu systématique. Le témoignage de Marc a confirmé mes soupçons. La créatrice du profil effacé n'était pas celle qu'elle prétendait être. Mais pourquoi avoir effacé son profil? Avait-elle peur d'être démasquée?
Ou était-ce une stratégie pour se réinventer, pour repartir de zéro sous une nouvelle identité? Pour répondre à ces questions, j'ai cherché des preuves concrètes de ses agissements. J'ai épluché les archives en ligne, comparé ses publications avec celles d'autres créateurs, analysé les métadonnées de ses photos. Et là, j'ai fait une découverte surprenante, une série de similarités troublantes avec un autre profil, plus ancien, qui avait également disparu. Ce deuxième profil, actif quelques années auparavant sous le pseudonyme Eteria, présentait des similitudes frappantes avec celui que je recherchais. Même style esthétique, même thème abordé, même technique photographique. Mais Eteria était plus radicale, plus expérimentale et surtout plus talentueuse. En comparant les deux profils, il est devenu évident que la créatrice du profil effacé s'était largement inspirée, voire avait carrément copié le travail d'Eteria. Mais qui était Eteria? Et pourquoi avait-elle également disparu? La réponse se cachait peut-être dans les rares commentaires laissés sur ses publications, des messages de soutien, d'admiration, mais aussi des accusations de plagiat, des menaces, des insultes. Eteria semblait avoir été victime de harcèlement en ligne, poussée à bout par une communauté hostile. En analysant les adresses IP des commentaires les plus virulents, j'ai découvert une connexion troublante avec un compte anonyme utilisé pour diffuser des rumeurs diffamatoires sur la créatrice du profil effacé. Le deuxième twist était vertigineux. Et si la créatrice que je recherchais était en réalité l'auteur du harcèlement qui avait conduit Eteria à disparaître? La perspective était glaçante. L'idéalisation que j'avais construite s'effondrait, laissant place à un malaise profond. Étais-je tombé amoureux d'une image, d'un fantasme, d'une personne qui n'existait pas? Pour démêler cette énigme, j'ai décidé de prendre des risques. J'ai utilisé les informations que j'avais recueillies pour tenter de localiser la créatrice du profil effacé dans le monde réel. J'ai exploré les quartiers qu'elle avait photographiés, fréquenté les lieux qu'elle avait mentionnés, interrogé les commerçants locaux. J'étais comme un détective à la recherche d'un fantôme. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, j'ai fini par obtenir une piste prometteuse. Une boutique d'artisanat local avait exposé certaines de ses créations. La propriétaire, une vieille dame sympathique, se souvenait d'elle. Elle était charmante, très douée, m'a-t-elle dit. Mais elle était aussi très discrète, presque invisible. Elle m'a montré une photo d'elle prise lors d'un vernissage. C'était bien elle, la créatrice du profil effacé. Mais sur la photo, elle portait des lunettes de soleil et un chapeau, comme si elle voulait cacher son identité. La propriétaire m'a également révélé qu'elle avait récemment déménagé, sans laisser d'adresse. Le sentiment d'être sur une piste s'intensifiait. La propriétaire de la boutique m'a donné le nom d'un ami de la créatrice, un photographe amateur qui avait souvent collaboré avec elle. J'ai contacté le photographe et, contre toute attente, il a accepté de me rencontrer. Il m'a confirmé que la créatrice du profil effacé s'appelait bien Elara et qu'elle avait effectivement effacé son profil suite à des accusations de plagiat. Mais il a nié qu'elle ait harcelé Eteria. Elara admirait Eteria, m'a-t-il dit. Elle était très affectée par sa disparition. Il m'a également révélé un détail crucial. Elara souffrait d'un trouble de la personnalité limite, une condition qui se caractérise par une instabilité émotionnelle, des difficultés relationnelles et une image de soi fluctuante. Elle avait du mal à gérer ses émotions, m'a expliqué le photographe.
Elle pouvait être charmante et généreuse un jour, puis distante et agressive le lendemain. Ce diagnostic a permis de mieux comprendre le comportement d'Elara, ses contradictions, ses accès de colère, sa propension à idéaliser les autres puis à les dévaloriser. Cela expliquait aussi son besoin constant d'approbation et sa vulnérabilité face aux critiques. Mais cela ne justifiait pas ses agissements si elle avait effectivement harcelé Etheria. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de contacter Etheria elle-même. Retrouver Etheria a été une tâche complexe, digne d'une mission d'espionnage numérique. Après avoir exploré des forums cryptés et des plateformes d'artistes confidentiels, j'ai fini par dénicher une adresse e-mail datant d'une dizaine d'années. J'ai rédigé un message prudent expliquant ma démarche et mon intérêt pour son travail. Contre toute attente, elle a répondu. Etheria, qui se faisait désormais appeler Sophia, vivait à l'étranger et avait complètement abandonné la création de contenu. Elle m'a confirmé avoir été victime de harcèlement en ligne, mais elle a refusé de pointer Elara du doigt. Je ne sais pas qui était derrière ces attaques, m'a-t-elle dit. Il y avait tellement de haine, tellement de jalousie. Je ne pouvais plus supporter ça. Elle m'a avoué avoir sombré dans une profonde dépression, avoir envisagé le suicide. J'ai dû tout quitter pour survivre, a-t-elle ajouté. Son témoignage était poignant, bouleversant. J'ai compris l'ampleur des dégâts causés par le cyberharcèlement, la fragilité des artistes face à la violence en ligne. J'ai également compris qu'il était impossible de prouver l'implication d'Elara dans cette affaire. Il n'y avait pas de preuves concrètes, seulement des suspicions, des rumeurs, des coïncidences. La vérité était insaisissable, fragmentée, subjective. Mais au cours de notre conversation, Sophia a glissé une information inattendue. Elle avait le sentiment que son harceleur la connaissait personnellement, qu'il avait accès à des informations privées sur sa vie. Cette révélation a tout remis en question. Si Elara n'était pas l'auteur du harcèlement, qui était-ce? Et pourquoi Sophia avait-elle le sentiment d'être suivie, épiée? En reprenant l'enquête à zéro, en analysant les messages de harcèlement, j'ai remarqué un détail troublant. L'utilisation fréquente d'un vocabulaire spécifique, de références personnelles, de blagues internes que seule une personne proche de Sophia pouvait connaître. J'ai alors pensé à Marc, l'ami anonyme qui m'avait initialement contacté. Son témoignage était-il sincère ou était-il en train de me manipuler, de me détourner de la vérité? En creusant le passé de Marc, j'ai découvert qu'il avait une relation obsessionnelle avec Sophia, qu'il était secrètement amoureux d'elle. Il avait été éconduit à plusieurs reprises, mais il n'avait jamais renoncé à son espoir de la conquérir. Le troisième et dernier twist, le plus dérangeant, se dévoilait. Marc était l'auteur du harcèlement. Il avait utilisé le profil d'Elara comme bouc émissaire pour se venger de Sophia et éliminer une rivale potentielle. L'obsession que j'avais ressentie pour Elara était en réalité un miroir déformant de l'obsession de Marc pour Sophia. Mon enquête m'avait conduite à une vérité amère, à une leçon cruelle sur la nature humaine, sur les dangers de l'idéalisation, sur la toxicité des relations virtuelles. La quête d'un profil effacé s'était transformée en une plongée au cœur des ténèbres, un voyage au bout de la nuit. La boucle était bouclée. Il est temps d'affronter l'avenir.